Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'avoir pris ce rendez-vous du Forum des rédactions. Cette émission que vous suivez souvent, l'émission hebdomadaire qui parle donc de l'actualité politique avec les débatteurs, les analystes politiques sur ce plateau. Ce soir, nous allons parler des 5 partis politiques en lice pour les législatives de 2025. La particularité est que nous ferons un zoom sur les forces en présence en considérant certaines circonscriptions pour donc faire les analyses. Les circonscriptions en vue, c'est bien sûr la 16e circonscription électorale, la 6e circonscription électorale, la 5e circonscription électorale, la 24e circonscription électorale et pourquoi pas la 23e circonscription électorale. La 23e circonscription électorale où est désormais positionné tête de liste UP, le président du parti UP Le Renouveau, en la personne de Maître Joseph Djogbenou, oui. Dans les autres circonscriptions, comme la 6e circonscription électorale, la 16e, pour les démocrates, par exemple, où Guimi Tokpe est positionné tête de liste, mais également de l'autre côté de la 5e circonscription, où l'honorable Djeigo est positionné tête de liste avec d'autres lieutenants sur la liste UP. Le Bloc républicain également, qui a son mot à dire dans cette circonscription. On fera le tour avec les débatteurs dans ce studio pour voir un peu les forces en présence. Il faut déjà retenir que pour les législatives, donc, 5 partis participent aux élections législatives. Et la particularité ici est que le parti Les Démocrates participe à cette élection. Également, Mouel Bénin participe à cette élection, alors que pour les autres élections, l'élection présidentielle, nous avons donc, les partis de la mouvance qui ont un candidat, un duo candidat, le parti FCBE qui a un duo candidat. Pour les communales, c'est 3 partis politiques qui sont en lice. C'est bien sûr les partis de la mouvance présidentielle, mais également la Force Cori.Béné émergent. On fera donc le point de tout cela. Mesdames, Messieurs, merci de garder votre position. Voici la virgule avant de vous présenter les débatteurs. Hugues Hector Zogo, il est à ma gauche. Bonsoir Hugues Hector Zogo. Bonsoir Maury, bonsoir Moïse, bonsoir aux téléspectateurs et à tous les auditeurs de Diaspora FM. À ma droite, c'est bien Moïse Novion, puisque Hugues Hector Zogo a déjà signalé votre présence sur ce plateau. Bonsoir Moïse Novion. Bonsoir Moïse, bonsoir Hugues Hector Zogo, bonsoir aux téléspectateurs et aux auditeurs de Diaspora FM. Hugues Hector Zogo, 5 partis en lice pour les législatives de 2025. Zoom sur les forces en présence. La surprise, oui, on peut le dire, la surprise ici pour les législatives, c'est la participation des partis Mouel Bénin, des partis les démocrates. Vous avez eu à dire sur ce plateau, comme analyse, que quand même la participation du parti Les Démocrates pourrait donc conduire à ce que les populations leur accordent carte blanche compte tenu des difficultés vécues par le parti pour venir à ce niveau-là. Mouel Bénin est aussi représenté, ce n'est pas un parti à négliger. Vous avez la Force Cori.Bénin émergent. Déjà, quel est votre regard sur ces 5 partis qui participent à ces élections législatives de 2026? Je commence par remercier les différents partis politiques et les différentes formations politiques, que ce soit ces partis de la mouvance présidentielle ou ceux de l'opposition dans notre pays qui ont travaillé à pouvoir produire des listes et qui ont donc permis à la Commission électorale nationale autonome, la Sénat, l'institution
en charge d'organisation des élections dans notre pays de pouvoir donc leur donner le quitus pour permettre à ce que effectivement les élections législatives se tiennent à bonne date dans notre pays. C'est la preuve quand même que ces formations politiques-là ont des ressources humaines capables de servir autrement la République. Quand on regarde les 5 formations politiques en lice, on peut se permettre qu'il y en a qui vont sans aucun doute lever assez facilement des sièges. Par contre, d'autres auront suffisamment de difficultés à pouvoir le faire. Et ça, c'est bien évidemment au regard du code électoral dans notre pays. Et vous savez qu'il y a, je vais dire, des éléments à la limite contraignants pour les formations politiques. On parle de 10% pour certains, on parle de 20% pour d'autres, au regard quand même du choix que chaque formation politique a pu faire. Parce que quand vous prenez le parti Les Démocrates, par exemple, ils avaient la possibilité de se rallier à d'autres formations, que ce soit de l'opposition ou de la mouvance, au regard de l'opportunité que les tests de la République leur donnent. Mais ils ont préféré donc aller aux élections sans pouvoir faire de coordination. De coalition ou l'accord de gouvernance. Ou l'accord de gouvernance. Et donc, eux, ils vont pouvoir se retrouver à obtenir 20% de l'électorat au niveau des 24 circonscriptions électorales. Donc au niveau de chaque circonscription, il doit pouvoir réunir les 20%. Les 20%. Donc vous parlez de Mouel Bénin et de... Non, je parle essentiellement du parti Les Démocrates. Oui, mais Mouel Bénin n'a pas... Est-ce que Mouel Bénin a fait un accord de gouvernance en temps? On en a entendu parler. Oui, si. On en a entendu Mouel Bénin a fait un accord de gouvernance? Avec quel parti? Avec l'Union progressiste. Avec le Renouveau. Ah bon, là ça m'a échappé. Et même on a vu des images avec Force Corée.Bénin émergent voilà. Également. Non, donc c'est le principal parti de l'opposition aujourd'hui qui se retrouve face à ce défi. Et quand vous voyez un peu les difficultés que le parti a pu connaître, que ce soit pour les élections communales et les élections présidentielles, vous vous dites, vous savez, chez nous en Afrique, dès qu'il s'agit des élections, la victime bénéficie aussi facilement d'un appui des populations. Et donc, la victime entre griffes, aujourd'hui, c'est le parti de l'opposition, les démocrates. Victime de quoi? Le parti se retrouve dans une posture de victime parce que le parti n'a pas eu la chance de se présenter aux élections communales et aux élections présidentielles. On nous dira que c'est le parti même qui n'a pas pu remplir les conditions. Mais dans la conscience collective, dans la conscience des compatriotes, dans la conscience des citoyens béninois, c'est tout autre chose qui se vit. Et donc à partir de ce moment-là, le parti de l'opposition a une longueur d'avance sur les autres partis de la mouvance. Autre élément qui pourrait donc être utile sur le plan politique au parti les démocrates, donc le principal parti de l'opposition, c'est que en face, il y a Patrice Talon, président de la République, ayant donc d'autres formations politiques qui soutiennent ses actions. Et donc ces partis-là sont bien évidemment sous la bannière de parti de la majorité présidentielle. Seulement que Patrice Talon a été un chef d'État réformateur. Et dès qu'il y a quelqu'un qui fait des réformes, systématiquement en face, il y a des personnes qui sont réfractaires. Donc toutes les personnes réfractaires au régime de Patrice Talon vont accorder leur suffrage aujourd'hui au parti Les Démocrates, qui est le principal parti de l'opposition. Donc c'est je vais dire, un élément important qui serait mis à l'actif du parti de l'opposition. Donc, dans l'un ou l'autre des cas, quand on va balancer, quand on va faire un peu la balance, on se rendra compte que le parti de l'opposition, les démocrates, qu'on aurait pu croire être plus en difficulté, pourrait assez vite, pourrait être parvenu à pouvoir donc lever des sièges alors qu'on ne s'y attendrait pas du tout, parce qu'on dirait 20%, ce n'est pas aussi facile à pouvoir obtenir
quand il est question de les avoir au niveau de toutes les circonscriptions électorales. Si ce n'était pas l'accent mis sur le fait que les 20% doivent être obtenus au niveau de toutes les 24 circonscriptions électorales, on pourrait parler de razzia électorale avec le parti les démocrates. Donc, le parti de l'opposition aujourd'hui a une longueur d'avance, en tout cas au regard des difficultés qu'elle a pu subir, a une longueur d'avance sur les autres partis de la mouvance. Seulement maintenant, au niveau de certaines circonscriptions, au regard des barons politiques qui sont positionnés par la mouvance présidentielle, le duel pourrait évidemment se faire. Très bien. Je me retourne vers vous, Moïse Novion. Vous avez entendu Hugues-Hector Zogo. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette première partie de ces analyses? J'allais revenir là-dessus justement, même si vous ne m'aviez pas tendu la perche pour cela. Je pense que nos compatriotes ne sont pas aussi dupes que cela quand même. Je comprends la logique de mon confrère Hugues-Hector Zogo. Le Parti des démocrates est parvenu, il faut quand même leur reconnaître cela, est parvenu à se faire victime. C'est-à-dire que toute la stratégie de communication, tout le mode de fonctionnement a concouru à montrer que en fait, nous sommes victimes, nous sommes la cible de projets de déstabilisation. Il y a eu de débauchage. Le président du parti, notamment l'ancien président de la République, le président Yahi Boni, même est allé plusieurs fois sur les réseaux dénoncer un projet de débauchage, un projet en fait, de déstabilisation de sa formation politique. Et donc, certaines personnes ont cru que bon, c'est passé, que ça va peut-être peser lourd dans la balance pour le fait que le parti soit enfin en mesure de prendre part aux élections législatives. Je pense qu'il reste à démontrer, reste à prouver. Il faut que le parti puisse réussir à effectivement convaincre les électeurs. Les gens ne sont pas, nos compatriotes ne sont pas aussi dupes que cela. Nos compatriotes comprennent que à l'intérieur de la formation politique, il y a des dissensions, qu'il y a une crise profonde et que vous voyez pas plus qu'à, je pense hier ou ce matin encore, un des vice-présidents qui n'est pas des moindres, M. Léon Basile Arossi, rendait encore sa démission. Donc vous vous rendez compte qu'il y a une crise profonde à l'intérieur de la formation politique et donc ce sont en réalité les incompréhensions en interne, c'est la crise en interne qui a exposé le parti et qui n'a pas permis à ce que le parti puisse prendre part à certaines échéances, à certaines élections, notamment l'élection présidentielle et les élections communales. Et donc les compatriotes ne sont pas aussi dupes à ce point, ils comprennent, tout le monde est en train d'observer, tout le monde est en train de comprendre en général. Donc le parti ne va pas manquer de travailler pour mériter sa présence au Parlement pour le compte de la 10e législature. Ça ne va pas être véritablement facile. Donc il y a du terrain, il y a du travail à effectuer sur le terrain pour l'ensemble des formations politiques, y compris pour le Parti des démocrates. Et on le dit encore, il faut quand même qu'on le répète souvent, les élections législatives, c'est beaucoup plus avec les proximités que ça joue. Vous voyez, on n'est pas encore peut-être à ce niveau dans le débat, mais si on commence par évoquer certains noms tout à l'heure, par rapport à certaines circonscriptions électorales, par rapport à certaines communes, par rapport à certains quartiers, vous allez vous rendre compte que, quel que soit ce que vous avez à pleurer au plan national, quelles que soient les récriminations, quel que soit, que vous fassiez pitié, qu'on vous prenne en pitié, que ça ne va pas être facile de débusquer, de déloger certains acteurs qui sont positionnés sur certaines listes pour le compte des élections législatives en raison des rapports que ces acteurs-là entretiennent avec leur communauté. On n'est pas encore à ce niveau du débat, je le disais tout à l'heure, donc les noms vont arriver tout à l'heure. Quand vous allez commencer par citer des acteurs, vous allez vous rendre compte que ça va être compliqué d'aller les chercher sur leur territoire, de les dompter. Il faut vraiment prouver, il faut montrer que effectivement vous avez, que la fibre de la victime ne va pas seulement suffire pour permettre au parti, les démocrates, de l'emporter. Effectivement, l'équation 20% dans chaque circonscription électorale. Et même si vous êtes victime, aux yeux, surtout de l'opinion, dans certaines régions plus que dans d'autres, parce qu'il faut également tenir compte de cette réalité-là. Ça va être difficile d'aller dans certaines circonscriptions, de convaincre les gens sur le fait que vous êtes effectivement victime. Et pour ça, ils doivent abandonner leurs frères, ils doivent abandonner leurs leaders pour porter leur choix sur vous, juste parce qu'ils ont envie peut-être
de rendre un coup à un acteur politique qui n'est pas candidat aux élections législatives, qui n'est d'ailleurs candidat à rien. Je vais parler du président Patrice Talon, il n'est candidat à rien. Et donc, le bilan, c'est d'abord son bilan, avant qu'on aille voir ceux qui l'ont soutenu, ceux qui l'ont défendu, ceux qui l'ont accompagné. Et donc, individuellement, les uns et les autres ont des arguments à faire valoir sur le terrain. Il va falloir prouver. Les démocrates ne vont pas pouvoir rouler facilement comme cela sur l'électorat et l'emporter aussi simplement que cela. Mais je comprends bien sûr la logique dans la sociologie béninoise. Généralement, les tendances penchent beaucoup plus pour ceux qui sont en situation de victime, ceux qui arrivent le plus à pleurer, je le dis, c'est laconiquement, je le dis laconiquement comme ça, ceux qui parviennent véritablement à pleurer et à montrer, en fait, à se montrer triste, pardonnez, prenez-nous en pitié, voyez, nous n'avons pas pu obtenir ceci, nous n'avons pas pu obtenir cela, on nous a posé des problèmes ici, on nous a posé des problèmes là-bas, c'est pour cette raison que nous avons des difficultés par rapport à ceci, c'est pour cela qu'on n'a pas pu vous défendre, c'est pour cela qu'on n'a pas pu faire passer. C'est facile, quand vous êtes dans cette posture-là, d'aller commander de la pitié et d'obtenir un certain électorat. Mais je pense que ça va être difficile d'obtenir la majorité de l'électorat sous ce vocable simplement, sans présenter de projet vraiment solide et sans défendre véritablement la peau des candidats positionnés ça et là, et en face des adversaires, en face de la concurrence qui ne présente pas des moindres. Donc, le débat reste entier jusqu'à ce que les partis puissent démontrer de quoi ils sont capables. Avant d'aller sur les listes électorales, vous me permettrez, Hugues Hector Zogo, de vous poser une question en ce qui concerne les partis politiques proprement dits. Lorsque nous considérons ces partis politiques en liste pour les législatives de 2026, quels sont les partis qu'on peut considérer, si on doit les classer comme 3 premiers partis, comme force en liste? Quels sont les partis qu'on pourrait retenir? On pourrait retenir inéluctablement le parti de l'opposition, les démocrates, les 2 formations de la majorité présidentielle, en l'occurrence l'Union progressiste, le Renouveau et puis le Bloc républicain. En dehors de ces 3 formations politiques, je ne trouve pas autre formation susceptible de pouvoir lever de siège au titre donc des élections législatives à venir dans notre pays. Malgré le passé quand même plus ou moins élogieux du parti Force Kori pour un Bénin émergent, qui a d'ailleurs obtenu des maires, et vous pensez quand même que la Force Kori pour un Bénin émergent n'aura pas son mot à dire? Non, c'est pas... En fait, on est arrivé... Le premier responsable a joué le rôle de chef de file de l'opposition pendant une bonne période dans notre pays. Qu'est-ce qu'il a pu apporter comme contribution en tant que chef de file de l'opposition? Le contribuable béninois l'a payé sur des milliards. Alors, ce financement qu'il a obtenu, qu'est-ce qu'il en a fait? Quelles revendications a-t-il pu faire pour amener le pouvoir en place à satisfaire davantage les attentes des compatriotes béninois? Et donc, il y a des éléments factuels qui, aujourd'hui, ne militent pas forcément en faveur de ce parti. Je ne voudrais pas rentrer dans les coulisses pour faire ressortir un certain nombre de choses liées à la création du parti, comment est-ce que le secrétaire exécutif national s'est retrouvé à occuper le premier poste, tout ça. Mais quand on avance et on suit un peu comment est-ce que le parti même s'est comporté, autant aller au niveau de la majorité présidentielle. En fait, quand vous regardez, vous suivez un peu les Béninois, vous comprenez que le Béninois veut que vous puissiez être franc avec lui. Si vous voulez appartenir à la majorité présidentielle, vous dites clairement que vous appartenez à la majorité présidentielle et vous l'assumez. Si vous dites que vous êtes de l'opposition, vous dites clairement que vous êtes de l'opposition, vous l'assumez et donc vous jouez le rôle qu'un parti de l'opposition doit pouvoir être en mesure de jouer. Mais quand vous vous retrouvez parfois dans une posture versatile et plus tard c'est pour dire que vous faites de l'opposition modérée, ça dérange beaucoup. Donc, pour moi, aujourd'hui, il y a eu un petit souci de communication
qui a fait que ce parti a pu perdre de la crédibilité aux yeux des compatriotes béninois. Pour la petite histoire, hein, pour les élections présidentielles dans notre pays, qu'est-ce qui fait que aujourd'hui tout le monde se permet de dire le prochain président de la République, c'est l'actuel ministre d'État à l'économie, aux finances et à la coopération, Romuald Wadaï. Qu'est-ce qui fait qu'on le dit? C'est la première fois que, avant que les élections ne soient organisées, les élections présidentielles ne soient organisées au Bénin, c'est la toute première fois qu'on se permet de dire ouvertement c'est telle personne qui sera le prochain président de la République. Et ça, c'est parce que le parti aura travaillé à mettre dans la conscience collective des Béninois qu'il va certes aux élections présidentielles, mais pas pour occuper effectivement le poste de magistrat suprême. Donc ça pose un problème. Ça pose un problème. Donc le parti aurait pu travailler autrement, même à soutenir le pouvoir en place, et que ce discrédit jeté n'aurait pas pu avoir autant d'impact. D'accord. Ouais. Très bien. Réaction? Oui, je pense que mon confrère a tout à fait raison sur la posture adoptée par le parti Foscori.Bénin émergent, qui ne permet pas effectivement de pouvoir situer sa position clairement sur l'échiquier. Et puis c'est vrai, on a toujours reconnu ici que c'est l'opposition modérée, et ils ont fait des efforts pour être un tout petit peu présents, peut-être à travers la constitution de cellules un peu partout sur le territoire national, pour pouvoir, par exemple, avoir les documents qu'il faut, les candidats qu'il faut, pour pouvoir prendre part à toutes les élections qui sont en train d'arriver là. Mais le parti a fait un choix qu'il est difficile de pouvoir réussir à défendre ou bien à soutenir face à nos compatriotes. Ouais, il y a eu un grand sujet sur la révision de la Constitution, par exemple. On n'a pas pu lire une seule ligne de la position du parti face à cette actualité-là. C'est une actualité qui continue de déployer la chronique d'ailleurs dans l'opinion. Et le parti n'a pas pu dire n'a pas pu sortir ne serait-ce que 2 petits paragraphes, 3 petits paragraphes de messages, pas forcément pour dire on n'est pas contre, oui, ou bien pas forcément pour dire on est contre. C'est tout au moins quand même pour faire une certaine lecture, pour qu'on puisse, dans les débats, dans les discussions, comme nous sommes en train de le faire ici ce soir, on puisse se dire, oui, alors, voici la position du parti et de l'opposition, bien sûr modérée, FCBE. Ça peut être un choix de fonctionner, de communiquer comme le parti est en train de le faire, mais le parti risque de payer cela très cher au moment de vouloir chercher à convaincre les compatriotes, alors qu'il y a eu des sujets brûlants, des sujets phares de l'actualité sur lesquels le parti est resté carrément indifférent. C'est ce qu'il faut dire. Il a laissé les compatriotes. Je ne sais même pas si les militants de la formation politique ont été entretenus sur qu'est-ce que le parti pense par rapport à ces sujets-là. Ça devient tellement difficile. Même le débat que nous sommes en train de faire dans son ensemble, de façon générale, pour peser les forces en présence, on a du mal à pouvoir parler des formations politiques sans s'enraciner ou bien sans se référer aux acteurs. Parce que les formations politiques en général, mais surtout les formations politiques comme FCBE, encore Moël Bénin par exemple, sont restées tout le temps silencieuses, ne se sont pas prononcées. Et donc du coup, vous n'avez pas la possibilité de parler pour eux. Et quand ils arrivent sur l'échiquier, quand ils prétendent à compétir avec les autres, et qu'ils n'ont pas des acteurs connus, ils peuvent avoir de bons éléments. Vous avez un journal là titré, je pense qu'il y a 2 ou 3 jours, qu'il y a des caciques et des novices. On n'a pas, je ne sais pas sur quels éléments le journal s'est basé pour parler de novices, par exemple. Parce que peut-être c'est des gens qui sont réellement capables de relever le défi, de faire le job. Mais le parti, à aucun moment, n'a trouvé le moyen de parler de ces acteurs-là,
de montrer quel est le travail qui a été fait avec ces militants avant qu'ils ne soient des candidats, de prouver que c'est des militants qui sont capables effectivement d'aller représenter le peuple à l'Assemblée nationale, d'aller prendre des sièges dans les conseils communaux, même par rapport aux candidats, même pour l'élection présidentielle. Vous savez, depuis pratiquement 2, 3, un peu plus de 4 ans même, on n'est pas arrivé à le lire, à l'entendre, à l'écouter sur des sujets clés. Donc, on a du mal à le vendre face au candidat de la mouvance présidentielle qui, lui, il est dans l'action. On a la possibilité d'apprécier en bien comme en mal les faits et les prises de position du candidat Romuald Ouaddaï par rapport à un candidat qui est Paul Moupé, qu'on n'entend pas, qu'on ne lit pas, on ne voit pas, bon, de manière sporadique, voilà, de manière sporadique, comme si c'était des actions isolées ou en catimini. Vous pouvez découvrir un matin, bon, qu'il a fait un saut dans telle localité, qu'il a été accueilli en liesse, alors que les preuves de liesse et autres, il faut vraiment chercher, il faut creuser avant de voir. Donc, je pense que l'équipe de communication autour du parti FCBE doit légèrement revoir sa copie. Et le dire, ce n'est pas méchant, c'est juste que c'est factuel. Le constat est là, tout le monde peut apprécier. Donc, ils doivent revoir peut-être leur façon de faire et donner de la matière également à nos compatriotes et à nous-mêmes qui sommes acteurs des médias, à pouvoir débattre, à pouvoir parler, à pouvoir peut-être même plaider pour eux, pour dire à tel moment, ils ont eu telle posture pour telle raison et ça a concouru à telle chose. Oui, ce terre-là, effectivement, c'est un parti de la paix, mais ce terre-là ne fait pas forcément la paix. S'il y a une situation de crise et que vous ne prenez pas position, vos militants même ne peuvent pas savoir s'ils doivent choisir le camp de la paix ou bien le camp de la réaction. Vous voyez, non, ça va être délicat. Donc, il faut peut-être sortir pour donner de mots d'ordre de plus en plus. Et oui, nous, par rapport à cette situation, notre option, c'est toujours la paix. Il faut au moins répéter ça pour qu'on ait la possibilité de mettre dans la balance au moment des débats. Tous les partis politiques se sont exprimés et le parti FCBE a dit, face à cette situation, nous, on a choisi la paix. Tout au moins, c'est quelque chose. Vous voyez, ce matin, c'est difficile pour nous d'avoir de la matière pour pouvoir véritablement parler et débattre des forces au niveau de cette formation politique. Et c'est pour ça que mon confrère a de la facilité à trancher sur son sort. Mais il ne faut pas quand même oublier que le parti a été quand même un peu stratège. Le bouter dehors d'emblée peut être un peu compliqué, bien un peu actif, parce que le parti est en accord avec les ogres. Les grands partis comme l'UPR, le BR. Donc, un accord de gouvernance avec ces formations politiques. Donc, si le parti parvient à faire un peu d'effort sur le terrain pour remplir les conditions des 10%, le parti peut valablement enlever des sièges au Parlement. Au nom de cet accord-là, ça peut lui concéder quelques sièges au Parlement et peut-être ça peut même lui permettre, peut-être, je ne décrète pas, mais de remplacer valablement les LD qui ont fait un choix de la solitude, d'aller en solo, alors que ça va être très compliqué pour une formation politique individuellement solitaire, considérée comme ça solitaire, d'aller obtenir les 20% dans chaque circonscription électorale. Donc, le parti FCBE a été un peu stratège pour se donner une chance de se frayer un chemin, de se retrouver au Parlement. Ça, peut-être, il ne faut pas perdre cela de vue. Même s'il y a des reproches, bien sûr, à faire au fonctionnement du parti, mais c'est quand même une réalité factuelle, tangible. Si nous considérons que donc, nous avons 3 forces politiques comme partis en lice, à savoir les partis de la mouvance UP Le Renouveau, le Bloc républicain et le parti Les Démocrates, est-ce que vous considérez quand même que malgré l'absence des ténors sur les listes du parti Les Démocrates, que les jeunes positionnés pourront quand même faire bouger les choses? Je vais peut-être partir de la 16e circonscription électorale. D'accord. Où on a en tête de liste l'ancien député à l'Assemblée nationale, Guido Soumitopé. On lui aura tout reproché, mais sur le plan politique, il a montré ce qu'on appelle le sens de l'engagement et le sens du militantisme. Quand vous regardez un peu toutes les difficultés rencontrées par le parti Les Démocrates, le premier qui avait la possibilité de claquer la porte, c'est l'honorable Guido Soumitopé.
très peu de personnes en parlent. Le premier qui avait la possibilité de claquer la porte, c'est l'honorable Guy Dossou Mitope. Parce qu'il fait partie des premiers jeunes qui ont travaillé à amener Patrice Talon. Et vous connaissez le rôle que son mentor, l'ancien ministre délégué à la défense nationale de notre pays, Candide Azanaï, a pu jouer au moment où Patrice Talon était en exil. Le ministre délégué à la défense nationale fait partie quand même des 3 personnalités qui se sont énormément sacrifiées, corps et âme, pour que Patrice Talon revienne au Bénin. Et à ses côtés, on retrouvait toujours Dossou Guy Mitope, docteur Dossou Guy Mitope. Toujours là. Et donc, il a eu la chance de se retrouver du côté de la marmite, comme beaucoup se permettent de le dire. Et donc, si son problème fondamental, c'était de regarder dans le fond de la marmite, il ne serait pas au niveau du parti Les Démocrates. Il serait bien logé dans l'un des partis de la majorité présidentielle. Le parti a eu des difficultés aux élections dernières, ce qui a fait que lui, il n'a pas eu la chance, par exemple, d'être positionné et de prendre part aux élections. Il a été, à la limite, sanctionné sur le plan politique. Tout à fait. Et pourtant, il est resté fidèle à ses idéaux. Donc, déjà, c'est une forme de militantisme, c'est une forme d'engagement qui doit servir de modèle pour la jeunesse qui aspire à faire de la politique chez nous. Parce qu'il aurait pu se dire, bon, qu'est-ce que je gagne en restant du côté de l'opposition? Alors que j'ai eu la chance de me retrouver avec le président de la République, j'ai travaillé à son élection, tout ça. Il aurait pu être nommé à la tête d'une direction. Il aurait pu même être ministre sous Patrice Talon. Parce qu'il détient les compétences pour l'être. Donc je trouve que quand vous le prenez, vous comprenez qu'il a forcément des choses à vendre. Et dans la 16e circonscription électorale, une circonscription électorale gardée, qui a été la chasse gardée tout le temps, de l'ancien ministre délégué à la défense nationale, Candide Azanaï, l'honorable Guy Dossou Mitope a la possibilité de faire très mal. De faire très mal. C'est-à-dire que, ne serait-ce que cette seule circonscription électorale pourrait empêcher toutes les formations de la mouvance présidentielle à se retrouver peut-être même à un seuil de 5%. Mais c'est là où la mouvance a sorti le grand jeu. La mouvance va chercher le président du parti qui était positionné dans la 16e. Dans la 16e. Qui a été difficilement élu. Et qui a été en 2023. Qui a été élu sans pouvoir être accompagné avec d'autres acteurs politiques du parti. Donc, il s'est retrouvé pratiquement seul élu. Le parti, maintenant, va l'ôter de cette circonscription électorale pour l'envoyer dans la 23e. Et ramène quelqu'un qui avait du poids dans la 23e, mais qui est venu s'imposer dans la 16e circonscription. Dans la 16e circonscription. Je veux parler donc de l'actuel maire de Cotonou, Luc Setonguy Atropo. Quand vous regardez le poids politique de Luc Setonguy Atropo, vous dites que la mouvance n'avait pas meilleur candidat à envoyer tête de liste au niveau de la 16e circonscription en vue de répondre efficacement aux stratégies mises en place ou aux stratégies qui seront déployées par le parti de l'opposition, les démocrates. Donc, ce qui fait que... Malgré ça, tout n'est pas encore gagné. Ce qui fait que la 16e circonscription va laisser une rude bataille. Ça va être le choc des titans, comme on le dit. C'est en cela que les formations politiques comme Moël Bénin, comme Foscori pour un Bénin émergent, n'auront pas voix de chapitre.
n'auront pas voix de chapitre. Parce que là, on se retrouve avec des gladiateurs. Avec des gladiateurs. Et donc, il y a un véritable enjeu pour la majorité présidentielle et pour l'opposition. La majorité présidentielle, à partir du parti l'Union progressiste, le Renouveau, qui s'est fait ridiculiser aux dernières législatives au sein de cette 16e circonscription électorale, voudra donc donner la réplique, vous voulez dire? Donner la réplique pour dire nous existons. Et c'est nous qui avons été la première formation politique à avoir plus de députés à l'Assemblée nationale et à avoir plus d'élus à la tête de nos communes. Donc, tout le jeu politique, je vais dire, des législatives de 2026, tout le jeu politique va se jouer au niveau de la 16e. Même si les démocrates ne se laisseront pas. C'est en réalité... Ils vont embrouiller les cartes. Ils vont jouer, comment dire, ils seront l'interférence. C'est en réalité la présence de Guy Mitokpe, tête de liste, qui fera que le parti, les démocrates, va démontrer qu'il a effectivement une puissance. Ah oui. Parce que le parti, sans Guy Mitokpe en tête de liste, dans cette circonscription, allait déjà donner un signal fort. Maintenant, quand on ramène quelqu'un comme Guy Dossou Mitokpe, avec le combat qu'il a fait à la tête du parti, avec ce qu'il a subi pour les élections antérieures et qui l'ont empêché donc de se retrouver à l'Assemblée nationale pour le compte de cette mandature qui est en train de prendre fin, rassurez-vous, ça va être un verdict sans merci. Sans merci. Et ce positionnement dont parle Hugues Hector Zogo, Moïse Novillon se revoit ailleurs, comme dans la 24e circonscription, avec également toujours le parti Les Démocrates qui a fait un casting gagnant avec des animaux jeunes, animaux politiques, par exemple dans la 24e circonscription, similitude avec la 26e circonscription, la 16e circonscription, où l'on positionne un jeune animal politique comme El Hadj Christian Moncia. Oui, bien sûr. Il faut, dans la même logique que les Puisque ma question était de savoir le fait qu'il n'y a pas les ténors politiques du parti Les Démocrates, est-ce que les jeunes pourront faire le poids dans ce parti politique? C'est là que je a réussi à montrer que oui, ils ont positionné un jeune dans la 16e, mais à côté, ils ont positionné un dinosaure du côté de l'UP qui est Luc Atropo. Je demandais maintenant, ma question était de savoir, est-ce que ce n'est pas également cette stratégie qui a été utilisée dans la 24e? Oui, on peut valablement faire une telle transposition par rapport à la configuration de la 16e. Il ne faut pas oublier, dans la 16e, la mouvance a été obligée de déployer plus que ce que mon confrère a souligné même, pour pouvoir faire face à l'ogre, à la capacité, à la force de frappe de Guy Dossou Mitokpe que les LD ont positionné. La mouvance a dû utiliser le maire Luc, c'est-on dit Atropo. Tout le monde sait de quoi il est capable, la capacité de mobilisation, les sympathisants, les militants qu'il a. Et là, le parti a également utilisé, l'UPR bien sûr, a également utilisé une force qui est venue de l'intérieur de l'aide démocrate en la personne de Joël Godonou, qui est deuxième titulaire sur la liste de l'UPR. Donc c'est comme les gens du terroir qui sont encore là pour essayer de faire le contrepoids et dans cette circonscription, dans cette 16e circonscription électorale. Et c'est très important d'en parler. Oui. Le deuxième titulaire qui, en réalité, était un député démocrate. Oui. Donc ça veut dire qu'il a rallié l'opposition. Voilà. Mais qu'on ramène maintenant au niveau de cette circonscription électorale-là pour dire c'est nous qui constituons... Vous voulez dire qui a rallié la mouvance? Qui a rallié la mouvance, exactement. Voilà, et qui est deuxième titulaire sur la liste. Et il ne faut pas oublier le troisième titulaire encore. Pas sanctionné pour dire qu'il a trahi peut-être le parti même avant même d'aller sur ce terrain. Ou bien il constitue un contrepoids pour les démocrates. Oui, nous évaluons d'abord les poids. Les poids. Et le troisième titulaire sur cette même liste de l'UPR, c'est un certain Chaou, Florentin,
c'était le CA du 10e arrondissement de Cotonou. Et lui aussi, c'est un acteur de terrain, c'est un homme de terrain, c'est un mobilisateur fin qui a beaucoup de sympathisants, qui a beaucoup d'admirateurs sur le territoire. Et le BR qui met en tête de liste une certaine Aïe Chantal, vous voyez, ministre conseiller, voilà. Supérieur. Et c'était un autre transfuge de LD en la personne de M. L'honorable Naoum Constant. Des gens qui ont mouillé sérieusement le maillot. Donc si on va dans la 16e circonscription. Dans la 24e circonscription également, puisque nous sommes en train de faire le jeu, la lecture et les transpositions, comme on a commencé par le faire, les LD ont sorti effectivement le grand jeu également à ce niveau. Et cette fois-ci, avec LH Christian Mossia, qui est venu, je pense que vous n'avez pas oublié que pour la dernière fois, en 2023, il était dans la 6e circonscription électorale. Et c'est un homme de terrain, c'est un acteur de terrain. Il a la plupart du temps, il draine une jeunesse fou, comme à une époque on parlait des fous du roi. Oui. Il a une grande base de jeunes, surtout avec ses compétitions, ses tournois, ses acquaintances avec les sages. C'est quelqu'un qui respecte et beaucoup les sages et qu'on a l'habitude de voir dans beaucoup de manifestations aux côtés des sages. Et c'est un musulman qui est parvenu à drainer également la forte communauté musulmane d'Abou Mekalavi pour la liste du BR en 2023. Du BR ou de l'UP? Non, du BR. C'est d'ailleurs du BR. Et c'est d'ailleurs ce qui a valu au BR d'enlever le seul siège du parti dans la 6e circonscription, le siège que l'honorable qui est Soko Ekpe, qui est positionné deuxième titulaire maintenant sur la liste et dans la même circonscription occupe actuellement à l'Assemblée nationale. Et d'ailleurs on peut même faire la lecture. Et le poids qui a fait le parti n'étant plus là, et sachant peut-être que l'honorable Soko Ekpe n'a pas le poids, il n'est pas premier titulaire, il est deuxième titulaire sur la liste. Exactement. On peut faire la lecture comme cela. Alors, monsieur Christian Mossia, elle se retrouve dans la 24e circonscription électorale, Kové, Ouenchiz, Yanando, Zakota, Zogodome, si je ne dis pas du n'importe quoi. Et on connaît ceux qui étaient jusque-là. Les barons, c'est un certain Lazare Sekoto qui est maintenant sur la touche, il est hors course. Ou bien encore un certain Désiré Vaudonou, je pense que je ne me trompe pas, qui lui malheureusement se trouve en difficulté, il est en prison actuellement. Mais en face quand même, il y a quand même le président du groupe parlementaire et militant UPR en la personne de M. Natonde Ake, qui est candidat et tête de liste de l'UPR dans la 24e circonscription électorale. Donc, pour faire le contrepoids par rapport à l'homme de terrain, au mobilisateur fin, Christian Mossia, dont nous sommes en train de parler pour le compte des LD. Et il faut également voir un certain Hervé Khekhomen pour le compte du bloc républicain. Et donc les jeunes, les partis politiques, surtout les partis politiques majeurs, qui ont fait le pari des jeunes, et surtout avec les démocrates, il est parvenu quand même à trouver des jeunes qui sont capables de faire le job sur le terrain. Guy Dossou Mitokwe, on a parlé de lui tout à l'heure, on ne le présente plus, on n'a plus besoin de parler de lui. Christian Mossia également, il ne faut plus parler de lui, surtout les partis de la mouvance connaissent la force de frappe de certains Christian Mossia. Grâce à lui, c'est grâce à lui d'ailleurs que le parti Les Démocrates a eu d'ancrage dans la 24e circonscription. Justement, c'est à cause de lui que le parti peut maintenant se targuer d'avoir le poids face à quelqu'un comme Natonde qui a déjà fait ses preuves plusieurs fois dans la 24e circonscription. Mais ce que vous dites m'amène à penser que les gens ne sont pas positionnés sur les listes par hasard. Hector Zogo, Moïse Novillon. Il me semble qu'il y a eu même une stratégie, je ne sais pas, une guerre de positionnement au laboratoire en ce qui concerne les partis politiques. Et ça se voit à travers toutes les analyses que vous faites. Les partis politiques sérieux, les partis politiques qui ont de l'ambition, les partis politiques qui ont démontré que ils sont organisés, structurés et qu'ils prétendent régulièrement, correctement, légitimement, voire légalement à prendre de mandat à l'Assemblée nationale, ont fait le jeu de lecture, le jeu de calcul, la stratégie nécessaire
pour dénicher et positionner les personnes qui sont en capacité de faire le travail sur le terrain. C'est pourquoi, à l'entame, je rappelais à mon confrère Hugues que le jeu sur les émotions, les gens vont voter sur les émotions, ça ne va pas suffire. Si vous allez dans la 24e circonscription électorale, et que même si on vous appelle Akhenatonde, même si on vous appelle Hervé Kekome, et qu'on vous dit que vous avez un personnage comme Christian Monsia en face, qui draine la foule, la liste de candidatures du parti de l'opposition, qui déjà jouit au sein de l'opinion de tout ce que mon confrère a pu dire, victime, etc. Donc c'est déjà un plus. Maintenant, qui trouve encore le moyen de trouver un jeune proche des jeunes, proche des sages, proche de certaines communautés, un natif, proche de certaines communautés. Ouais, ça va être difficile pour vous, quel que soit vous ne pouvez pas dormir chez vous et prétendre facilement enlever le siège. Vous êtes obligé de mouiller le maillot, de travailler sur le terrain. C'est de l'insomnie. Et donc, il y a des jeunes qui sont arrivés et qui ont du poids. Et on aurait aimé que dans les autres formations politiques qu'on considère comme des menus frétins. C'est dommage. On aurait aimé qu'on soit en mesure de présenter des noms qui puissent, et qu'on puisse donc faire le démontrer qu'effectivement que ces partis politiques également ont positionné. J'ai pu lire, si je ne dis pas une bêtise, que dans la 6e circonscription électorale, vous autorisez peut-être que je puisse sortir du cadre. Allez-y, venons-en. Dans la 6e, rapidement. J'ai cru entendre qu'il y a un certain... D'accord, avant d'aller dans la 6e, permettez-moi qu'il réagisse rapidement. Donc, je ne vais pas couper le fil de votre idée. Non, je coupe en une seule phrase. Quand un certain Jacques Ayadji serait candidat, je n'ai pas pu je n'ai pas pu consulter avec la liste. Voilà, donc avec les bulldozers qui sont déjà là. Si on a pu parler si j'ai pu facilement citer Jacques Ayadji, c'est parce qu'on le connaît et on a la possibilité de mesurer, d'évaluer le parcours, de mesurer le poids par rapport aux autres forces en présence. Donc on va aimer que les autres formations politiques puissent accompagner leur liste de notes explicatives, de petits documents, de petits tests qui puissent voir qui sont réellement les profils qui sont arrivés, qu'on puisse proposer de bonnes choses pour nos compatriotes qui nous suivent. Hugues Tozogo, on n'a plus que quelques 5 minutes, mais également on ne va pas occulter la 5e circonscription électorale. Oui, je dois vous laisser la parole. La 5e circonscription électorale où, par exemple, d'autres jeunes ont été positionnés. Je pense à M. Huemavo, par exemple, qui est positionné dans la 5e circonscription électorale. Malgré sa position sur la liste, le parti l'UP, le renouveau, qui a à sa tête l'honorable Djahigo, pourrait également faire très mal dans la 5e circonscription électorale. Voilà un peu, je vous permets un peu de confirmer que des jeunes, la confiance a été quand même faite aux jeunes par certains partis politiques. Alors, je commence déjà par dire que bel et bien, Jacques Ayadji est positionné au niveau de la 6e circonscription. Vous confirmez? Je confirme. Ce que Moïse a dit. Oui. Et tête puis, de liste. Il est tête de liste. Son suppléant, c'est M. Kibozo Maurice. Alors, quand je reviens, je ne sais pas si vous connaissez M. Kibozo Maurice. Je ne le connais pas. Bon, voilà, voilà ce dont on parle. Alors, quand je reviens maintenant à la 24e, tel qu'on a fait l'analyse de la 16e, c'est un grand défi pour l'honorable Akhenatonde. Vous ne pouvez pas vous retrouver être président de groupe parlementaire. Au-delà, 2 fois ministre de la République. Je ne voudrais même pas aller au poste de ministre, mais vous ne pouvez pas vous retrouver être président de groupe parlementaire et ne pas vous faire élire. Ne soyez pas surpris que la liste du parti, les démocrates, mette en difficulté et l'honorable Akhenatonde dans sa circonscription électorale. Juste par la présence, juste par le positionnement de El Hadj Monsia. Mais c'est la tête de liste qui conduit la liste en réalité. D'accord. C'est pas pour rien que tout le monde se bat pour vouloir être la tête de liste. C'est la tête de liste qui... Mais il n'est pas donné à tout le monde d'être tête de liste. Il n'est pas donné à tout le monde. Il n'est pas tête de liste qui veut. Mais qui peut. Avant que vous ne soyez tête de liste, il y a plusieurs analyses qu'on fait. Et donc, regardez, le parti Les Démocrates a été tellement stratège. Il va chercher un élément de la 6e. Un élément qui aurait pu se retrouver dans la 6e. Il va chercher l'élément de la 6e pour aller
le positionner dans la 24e, mais face à un président de groupe parlementaire. Ça ne vous dit rien. Ça voudrait dire que celui-là, il détient tellement de compétences, il a tellement un contact facile avec la base, au point où on se dit, oui, il est en mesure de représenter dignement le parti. Et donc, la majorité présidentielle, à partir du parti Union progressiste de renouveau, va se retrouver en difficulté dans la 24e. Wow. Quand vous prenez également le bloc républicain, avec Hervé Héromain, vous connaissez les guéguerres entre Hervé Héromain et puis Janvier Yawédéou. Hervé Héromain qui a aujourd'hui positionné Janvier Yawédéou qui ne l'est pas. Donc d'une manière ou d'une autre, le parti est fragilisé là. Ça va être utile à qui? Si ce n'est pas à l'opposition. Justement. Et donc, le parti, les démocrates, c'est-à-dire que si le parti, les démocrates, s'était même retrouvé aux élections communales dans notre pays, mais vous auriez eu droit à une fête électorale terrible. Parce que c'est des positionnements vraiment stratégiques qui démontrent qu'en réalité, les positionnements aujourd'hui au Bénin, au niveau des formations politiques, ce n'est plus une question de jeu. Ce n'est plus une question de oui, j'ai les moyens financiers. C'est une question de quelles sont vos relations avec les communautés à la base. La 16e vient de le prouver. La 24e vient de le prouver. Même quand on va prendre la 5e circonscription dont vous parlez, à la tête de laquelle se retrouve pour le compte de l'Union progressiste, le renouveau, l'honorable Bessan Diego, c'est la même chose qui va se passer. Quand vous regardez par exemple la 5e circonscription électorale, et vous avez une certaine Célestine Agadon, qui a été maire de Ouida, qui avait travaillé au cœur de l'Union progressiste, le renouveau, mais qui a positionné sur la liste bloc républicain, qui a été ancienne députée à l'Assemblée nationale, qui n'a pas eu la chance de voir son mandat renouvelé, mais qui est aujourd'hui sur la liste. Elle voudra coûte que coûte que le parti bloc républicain remporte plus de sièges au niveau de cette circonscription-là pour que le poste réservé d'office à la femme lui soit concédé. Bien sûr que oui. Mais c'est face à ça maintenant qu'elle a un député à l'Assemblée nationale ayant une expérience exceptionnelle, quelqu'un qui a occupé un poste de direction et toujours en contact avec la jeunesse, quelqu'un qui a gardé un contact permanent avec sa base, qui a positionné tête de liste pour l'Union progressiste, le renouveau. Et donc à partir de ce moment-là, le challenge, c'est comment faire pour réussir à obtenir plus de sièges au niveau de l'Union progressiste, le renouveau. Encore que c'est la ville du président de la République, Ouida, qui se retrouve dans la 5e circonscription électorale. Voyez-vous? Donc il y a quand même des éléments qui viennent renforcer le choix aujourd'hui fait par les partis politiques pour nous démontrer que les leaders politiques, qui sont souvent décriés, en réalité ne font rien au hasard. On a remarqué également qu'il y a quand même des personnes qui ont essayé de positionner 4e, 5e sur des listes aussi, qui sont des poids lourds, qui peuvent donc amener la population à drainer. C'est le cas par exemple au niveau de la 5e circonscription, c'est le cas de M. Henri Poisson. Quelqu'un qui de justesse a manqué de se faire élire député pour la dernière mandature, mais je crois qu'il est positionné en 3e sur la liste. En deuxième, ok. En deuxième sur la liste bloc républicain. Donc, ça voudrait dire qu'il constitue un poids énorme sur lequel le parti veut quand même se baser pour se faire élire. Et quand vous parcourez les différentes formations politiques, les positionnements qui sont faits, que ce soit le 2e ou le 3e, vous voyez qu'il y a de l'expérience. On positionne peut-être quelqu'un en 2e position pour se dire, lui, d'office, il va passer. Le 3e, c'est sur lui que nous comptons pour rafler les 3 sièges. Et si nous raflons les 3 sièges,
Si c'est peut-être 4 députés qu'on doit avoir au niveau de cette circonscription électorale, ou bien si c'est 5 députés qu'on doit avoir, ça voudrait dire que systématiquement, c'est nous qui remportons le siège réservé à la femme. Donc c'est le cas du positionnement de Paguiel Salam Kouemavo, par exemple, sur la liste voilà, Union progressiste de renouveau, avec tout ce qu'il a donc fait face à la jeunesse dans la 5e circonscription électorale. On voit quand même que c'est des positionnements très stratégiques qui vont vraiment faire mal. Même dans la 23e, on a vu le temps. Sinon, même dans la 23e, on peut faire la même lecture. Avec Diogbenou. Gildas Agonkan, qui est 3e titulaire sur la liste de l'UPR. Donc, c'est clairement pour pouvoir faire le poids face à Armand Gansé, qui est 2e titulaire sur la liste de BR. Après un certain Bobo Christian, c'est un jeune de la localité qui est résident et qui a l'habitude généralement de drainer du monde pour les formations politiques. Je pense qu'on aura l'occasion de revenir dans le forum des rédactions de la semaine prochaine sur la 23e, pourquoi pas la 8e, la 7e, la 6e. On n'en a pas parlé suffisamment. On va y revenir. Je pense quand même que les forces en présence... Agonkan, Gildas et Armand Gansé, ça va être encore un choc de titans. Et c'est là qu'on va positionner maintenant le président du parti, le professeur Joseph Diogbenou. Parce qu'on se dit, il faut maintenant permettre à l'honorable Agonkan de démontrer de quoi il est capable. Mais face à quelqu'un comme Armand Gansé, qui ne se laissera pas du tout faire. Mais donc, ça va être... Je vois quand même. Et le positionnement d'Armand Gansé, c'est ses conséquences. On a largement abusé du temps qui nous est imparti. Ça fait mal. Vraiment, pendant au moment où l'inspiration vous est venue pour bien décrypter ces listes-là. Je pense que je promets aux téléspectateurs qu'on va y revenir la semaine prochaine en choisissant d'autres circonscriptions, en allant plus en profondeur, dans la 19e circonscription, la 8e, pourquoi pas d'autres circonscriptions électorales. Et si vous permettez juste en 30 secondes. Merci, oui, en 30 secondes. Qu'est-ce qui fait qu'on a des gens à pouvoir dire tout ça? Parce que les acteurs ont effectivement travaillé. C'est par le travail qu'on les reconnaît. Donc si les acteurs de Foscoré.Bénin émergent ou de Mouel Bénin veulent également qu'on parle d'eux, il faut qu'ils se mettent au travail. Merci à vous, mesdames, messieurs. Merci Moïse Novignon. Merci à vous, Hugues Hector Zogo. Merci à tous les téléspectateurs qui nous ont suivis. Cette émission a été réalisée par Rebecca Ougou. C'est Emmanuel Agodjelou qui est au son. Merci à toutes et à tous qui nous ont suivis. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour continuer donc le décryptage des listes, des forces en présence dans les différentes circonscriptions pour l'élection législative de 2026. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis.